Bien, bonjour à tous. D'abord, je vais remercier le public d'être si nombreux un vendredi soir, d'être si courageux. Je vous remercie beaucoup au nom des conférenciers. Alors, je me présente, je suis Jean-Michel Cronier, je suis enseignant d'histoire-géographie, spécialiste de géopolitique, membre d'une association de professeurs d'histoire-géographie qui s'appelle les Clionautes, qui s'intéresse évidemment aux évolutions de notre temps, mais en même temps travaille pour aider les jeunes qui passent les concours, qui sont peu nombreux, et qui veulent devenir enseignants. C'est important pour nous. Voilà. Et j'ai l'honneur de présenter cette table ronde sur un sujet qui, je trouve, est vraiment très intéressant. Je suis membre du comité scientifique du Festival de géopolitique de Grenoble et j'ai beaucoup insisté pour qu'on parle de l'Italie à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que l'Italie, c'est un laboratoire politique. Ça me semble absolument essentiel. Nous, Français, nous avons de quoi nous étonner de ce que nos voisins produisent en politique. Mais on verra peut-être que s'ils sont créatifs en politique, ils sont créatifs de façon, j'allais dire, culturelle. Je rappelle quand même que l'Italie a inventé certes le fascisme, laboratoire politique, mais elle a aussi inventé ou perfectionné un certain nombre de choses, les belles voitures. Elle nous a transmis les pâtes, je vous signale. Ça a été une des choses qui sont arrivées en France en 1958, 59, 60, après le traité de Rome. Les Français ont découvert qu'il existait autre chose que les nouilles et ont découvert la pasta. Donc je crois qu'on peut faire confiance à nos voisins pour être créatifs. Et on verra ce soir que ce désamour de l'Europe qui est présenté comme thème, qui vous est présenté comme thème, est peut-être un désamour à prendre avec des pincettes. Voilà. Je vais laisser la parole à Paula Garçon qui va se présenter. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors, bonsoir à tous. Je me lève. Première fois pour moi de faire une présentation assise, c'est un peu compliqué. Alors, moi, je vais vous parler ce soir du désamour, et un point d'interrogation quand même, entre l'Italie et l'Union européenne, mais je vais principalement me focaliser d'un point de vue macroéconomique. Donc, je me présente, Paula Garzon, économiste, macroéconomiste et country risk analyst, spécialisée dans l'analyse des pays d'Amérique latine, mais également des pays d'Europe du Sud. Alors, ce que moi je souhaite faire et ce que je souhaite vous proposer comme axe de réflexion aujourd'hui, c'est ce thème central à partir duquel, qui fait l'actualité depuis l'élection du nouveau gouvernement, qui est ce conflit qui existe entre l'Union européenne, plus précisément la Commission européenne, et le gouvernement italien en ce qui concerne les finances publiques et cette dérive qu'on entend toujours parler. Donc, on va voir ça d'un point de vue historique, c'est-à-dire pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer une analyse macroéconomique et conjoncturelle de la situation de l'Italie aujourd'hui. Et puis enfin, nous allons entrer un peu plus en détail. Je vous avoue qu'il faudra être encore plus courageux parce que ça va être un peu technique pour comprendre ces tensions en termes macroéconomiques et financiers entre la Commission européenne et l'Italie. Juste une chose, d'ici 25 minutes, on vous sollicitera pour des questions. Alors, quelle est la situation des finances italiennes aujourd'hui? Alors, quand je parle de finances publiques italiennes, je vous parle principalement de la dette. Si vous avez des questions sur l'excédent primaire, sur le solde du déficit global, j'ai également préparé des slides. Moi, je vous parle de la dette parce que c'est l'élément le plus récurrent et finalement, c'est l'indicateur macroéconomique le plus inquiétant. On est aujourd'hui arrivé à un stade où la dette publique italienne représente 132% du PIB. La dette publique la plus élevée après celle de la Grèce, qui est quand même pas la meilleure des références en termes macroéconomiques européens, et puis la troisième mondiale après celle du Japon, qui est quand même une exception parce que c'est un pays qui dispose encore de sa politique monétaire. Sur l'Italie, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on se rend compte que c'est une problématique historique au pays. Ce n'est pas seulement les crises actuelles qui ont provoqué une forte progression du ratio dette sur PIB. Mais en fait, c'est une problématique qui date depuis les années 70, où en fait, l'Italie, le gouvernement italien ont fait un choix de continuer à poursuivre le développement d'un État-providence, d'un État beveridgien, alors que la croissance ralentissait progressivement depuis le premier choc pétrolier. À partir de là, en fait, c'est un arbitrage, c'est un consensus, on va dire, qui a été maintenu par les gouvernements suivants et qui ont provoqué une progression rapide
de la dette, notamment à partir des années 80, pour atteindre un point haut de 120% du PIB, si ma mémoire est bonne, en 1992. Qu'est-ce qui se passe en 1992 ? Se concrétise un peu plus et progressivement le fait de cette volonté de la construction européenne, la signature de ce traité de Maastricht. Mais que prévoit le traité de Maastricht ? Il prévoit également une forme un certain nombre de critères à respecter pour créer une certaine homogénéité économique pour cette création de zone monétaire qui va donner la zone euro quelques années plus tard. Parmi les critères qui sont demandés à être respectés, les derniers sont les moins importants parce qu'ils sont un peu techniques, on a les 3% de déficit public et les 60% du PIB. Sachant que ni pour l'un ni pour l'autre, l'Italie était dans les clous, les gouvernements qui ont suivi ont vraiment pris les choses beaucoup plus à cœur et par la dévaluation de la lire, puis par le resserrement des finances publiques, ont en fait finalement permis une baisse progressive de cette dette. Alors effectivement, à partir de 1995, on a un recul de la dette, du ratio dette sur PIB en ce qui concerne les finances publiques italiennes, qui vont atteindre en 2007 qui vont passer en dessous du seuil symbolique des 100% et atteindre 99,5% en 2007. Oui, mais qu'est-ce qui se passe en 2007 ? Comme on le sait tous, on a deux crises économiques qui se succèdent. On a la crise économique de 2008-2009 qui est une crise mondiale qui provoque un recul du PIB autour de 5% ou plus de 5%. Et puis on a par la suite une crise systémique un peu plus délimitée, un peu plus régionale qui concerne les pays européens, qui est ce qu'on appelle la crise de la dette souveraine. Donc en fait, après une contraction du PIB de 5% en 2008-2009, on a une contraction du PIB de 2% qui se suit pendant 2 années consécutives. Quelles sont les conséquences de ces deux crises ? Alors, on a deux crises quand même qui provoquent un recul du PIB assez marqué. On a un renforcement des faiblesses structurelles du pays. Ça, c'est ce qui arrive un peu partout. Et puis, on a 2 éléments supplémentaires qui viennent vraiment pénaliser l'économie italienne et qui, en fait, on retrouve jusqu'à aujourd'hui de pourquoi l'économie italienne ne peut pas repartir sur une vraie croissance comme a pu le faire l'Espagne ou le Portugal. On a une accélération de la dette. Quand on a un ratio dette et PIB, si le PIB se contracte, on a forcément une accélération. On a également une contraction du PIB et une progression de la dette. Et puis, de notre côté, on a un encombrement des bilans par la structure, je dirais même fondamentale de l'économie italienne qui a un nombre de petites d'entreprises de petite taille plus important que les autres économies européennes. Cet élément-là, forcément, les faillites en grand nombre ont provoqué un encombrement des bilans bancaires. Et puis on a j'allais employer une expression familière, ce grand bazar qui est mis ensemble ou en parallèle avec l'instabilité politique du fait du mode de fonctionnement des institutions italiennes. Donc voilà comment on est arrivé aujourd'hui à avoir une dette qui représente 130% du PIB. Si on ne parle plus du passé, mais d'aujourd'hui, qu'en est-il de l'économie italienne ? Alors, il y a un indicateur que les économistes en aiment bien, ce sont forcément les obligations d'État, les treasury bonds, que ce soit à 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction du risque que l'on veut percevoir au niveau des marchés. Au niveau des obligations de 10 ans, on a, comme vous le voyez, des risques, ou en tout cas des mouvements beaucoup plus accentués, notamment à la hausse. Donc c'est ce qui est le symbole de la perception du risque par les marchés financiers, à 2 moments depuis les élections. Au moment où on a confirmé la coalition entre les 2 gouvernements, entre les 2 partis extrêmes, c'est le premier cercle que vous voyez. Et puis le deuxième, c'est au moment où on a ce début de confrontation entre la Commission européenne qui rejette le draft budgetary plan de l'Italie et qui, l'Italie, malgré tout, maintient et retient ce plan de loi de finances. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, où en est l'économie italienne ? Alors, l'économie italienne on a eu les chiffres dernièrement, au début du mois de mars, du 4e trimestre de l'année 2018. L'économie italienne entre officiellement en récession, la récession étant définie comme la contraction consécutive pendant 2 trimestres du PIB. Après 2 premiers trimestres un peu moyens, le PIB s'est contracté pendant les 2 derniers trimestres. Au total,
en moyenne, le PIB italien a progressé de 0,9% sur l'année 2018, ce qui est quand même assez faible par rapport aux différentes projections qui sont faites par les différents gouvernements en termes de finances publiques. Et en ce qui concerne les finances publiques, s'il y a eu une certaine amélioration au niveau du déficit public qui est passé de 2,4 à 2,1%, la dette, quant à elle, a continué à progresser. C'est-à-dire qu'avant même la mise en place des mesures de relance budgétaire prévues par l'État, on a déjà une progression de la dette qui est passée de 131 à 132% du PIB. Petit élément qui est intéressant à avoir en tête pour l'Italie, la partie verte correspond à l'excédent budgétaire, c'est-à-dire quand on fait simplement la différence entre les recettes et les dépenses. Ça devient négatif, donc la partie rouge, quand on prend en compte les charges de la dette, c'est-à-dire combien paye l'Italie sur les intérêts que paye l'Italie sur cet énorme montant de dette qu'elle détient. Il faut savoir qu'en fait, l'Italie paye l'équivalent de 4% du PIB tous les ans pour rembourser les intérêts de la dette. D'un point de vue un peu plus conjoncturel, c'est-à-dire un peu plus immédiat sur des indices que l'on a de façon mensuelle, mais les choses ne vont pas beaucoup mieux. Si l'indice des ménages, de confiance des ménages, a un peu plus tardé à entamer une pente descendante, ça s'est beaucoup plus accentué du côté des entreprises, où on a le Business Confidence Index sur l'Italie. Et en fait, ce qui pose problème, et vous le comprendrez sur la troisième partie, sur les tensions qui existent entre la Commission européenne et l'Italie, c'est que la confiance est peut-être l'élément le moins quantifiable, le plus difficilement quantifiable dans une économie, mais finalement celui qui peut être le plus péjoratif, le mot m'échappe, celui qui peut le plus pénaliser l'économie finalement, parce que c'est par le biais de la confiance, c'est-à-dire quelque chose de totalement qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas stimuler, que derrière, des réformes vont être efficaces ou pas. Ça ne s'applique pas seulement sur l'Italie, ça s'applique dans l'économie de façon générale. Et finalement, c'est ce qui rend cette science si peu inexacte et à la fois imprévisible. Alors, sur les tensions avec l'Europe, je parle d'un domaine qui n'est pas mon domaine de prédilection, mais que bien évidemment, je ne pouvais pas passer sous silence, qui est la crise des migrants. Alors, je vous ai mis le schéma sur l'année 2018, mais je vous ai mis également un histogramme sur les années précédentes. Concernant les pays qui reçoivent, et je pèse mes mots, le plus de migrants, sur l'année 2018, on a eu l'Espagne, la Grèce et l'Italie. L'Italie est arrivée en 3e position. Je ne pourrai pas vous donner plus d'éléments, mais de façon structurelle, l'année 2018 est une exception par rapport à la tendance qui a été observée sur les dernières années. Quelles sont les problématiques qui sont posées derrière cette crise des migrants en termes, encore une fois, macroéconomiques? Alors, bon, le premier élément est quand même assez politique, qui est le règlement de Dublin, qui prévoit que la demande d'asile doit être traitée par le pays où le migrant est arrivé. Voilà. Donc forcément, par la force des choses, ce sont les pays limitrophes qui sont face à la Méditerranée, et donc notamment l'Italie, qui sont le plus pénalisés à devoir gérer ce genre de demande, premièrement. Deuxièmement, le coût qui est engendré par la gestion de ces migrants. Alors, il a été difficile, je vous l'avoue, de trouver des chiffres au niveau européen. Je n'ai réussi à en trouver que des chiffres au niveau italien avec un certain retard, c'est-à-dire que les chiffres pour l'année 2018 ne sortiront qu'en juin 2019. La Cour des comptes italienne a considéré qu'en 2017, la dépense totale pour la gestion de l'accueil et la gestion des migrants a représenté 4,1 milliards d'euros pour l'économie italienne. Et la Cour des comptes indique également que ça, ce sont les coûts directs. Si on prend en compte des coûts indirects, c'est-à-dire les infrastructures, les hôpitaux et tous les autres tribunaux qui peuvent être, toutes les différentes instances qui sont réellement mises à contribution, le coût peut être beaucoup plus important. L'élément qui, en plus, on va dire, vient rajouter l'huile au feu, bah, c'est le fait qu'en fait, on n'a aucune contribution au niveau européen. Le seul chiffre que j'ai réussi à trouver, et non pas encore à des sources totalement officielles au niveau européen, c'est que l'Union européenne aurait contribué pour l'année 2016 à 3% de toutes les dépenses qui ont été engendrées par l'Italie sur l'accueil des migrants pour l'année 2016. Donc, et c'était d'ailleurs l'un des éléments sur lesquels, de façon, pour moi, assez pragmatique,
alors je me souviens plus si c'était quand je commentais le plan de loi et de finances de 2015 ou de 2016, mais où le gouvernement Renzi utilisait comme levier de négociation avec la Commission européenne, parce que nous sommes bien d'accord, la dette, elle n'est pas passée de 30% à 130%, juste le temps que le nouveau gouvernement soit élu. C'est la façon, en fait, de négocier derrière qui réellement pose problème. Et c'est cette confrontation. Et en fait, là où le gouvernement actuel rentre en confrontation, le gouvernement Renzi leur disait bah, très bien, en fait, vous ne pouvez pas demander le beurre et l'argent de beurre, ne pas contribuer à la gestion des migrants, puis après venir nous tirer les oreilles parce qu'on laisse filer la dette publique. Donc à un moment, vous devez accepter de lâcher du lest sur un élément ou sur l'autre. Et donc, cette crise des migrants a été un facteur aussi de négociation sur la capacité de l'Italie à passer entre les mailles du filet concernant le respect des critères du pacte de stabilité et de croissance. Alors là, on rentre dans le dur. Je vous préviens, accrochez-vous. Alors, le désaccord le plus important qui existe entre la Commission européenne et le gouvernement italien, c'est forcément sur l'aspect économique, macroéconomique. Moi, je ne vais pas vous parler de la légitimité ou non de ce qui est proposé par le gouvernement. Moi, je vais vous parler de chiffres macroéconomiques et de ces impacts de ces mesures qu'ils veulent prendre sur les indicateurs macroéconomiques. Alors, on a déjà un problème de crédibilité. Dans le draft budgetary plan présenté par le gouvernement en octobre dernier, on a un scénario central qui n'est pas le scénario de la Commission, mais qui est le scénario du précédent gouvernement. Donc on part quand même sur quelque chose qui était déjà assez optimiste par rapport aux différentes projections économiques qui peuvent être faites. Et on a des taux de croissance qui sont considérés comme largement au-dessus de ce que peut réellement faire l'économie italienne. Si je vous dis qu'en 2018, on a fait 0,9, alors qu'on avait atteint un point haut de croissance de 1,7% en 2017, il est quand même très peu probable qu'en 2019, on refasse 1,5%. Donc en termes de croissance, forcément, ça va impacter le calcul derrière du ratio dette sur PIB. Ensuite, on a le problème des finances publiques et donc du déficit global. Là où l'ancien gouvernement avait prévu de continuer à réduire progressivement le déficit, là, on a un creusement du déficit et on a un passage de 1,2% à 2,4%. L'une de ces implications de cette augmentation de déficit va être forcément une augmentation de la charge de la dette. Et donc, il va forcément provoquer une augmentation de la dette, une progression de la dette elle-même. Eh bien, figurez-vous que dans son draft budgetary plan, le gouvernement de coalition propose quand même que malgré une croissance qui n'est pas totalement... qui n'est pas en pleine expansion, juste en progression et une dégradation du déficit public, il propose quand même un ralentissement du ratio dette sur PIB. Les principales mesures qui, et je tiens quand même à les nommer, qui devraient provoquer cette dégradation du déficit public, on a la neutralisation de l'augmentation de TVA, qui étaient des mesures en fait censées compenser la TVA étant finalement l'impôt peut-être le plus injuste, mais qui permet une rentrée d'argent la plus efficace pour les finances de l'État. Et qui était prévu de façon automatique pour l'année 2019, 2020, 2021. Ils ont décidé d'annuler l'augmentation de la TVA pour l'année 2019 et de limiter les augmentations prévues qui étaient censées être automatiques pour 2020 et 2021. Ils prévoient également une relance de l'investissement public et privé sans rentrer beaucoup plus dans le détail. Un élément qui a fait énormément débat pendant les élections, l'introduction d'une flat tax, mais cette fois réservée que pour les TPE et les auto-entrepreneurs. La réforme du système des retraites, notamment la réforme qui a été introduite en 2011. Et puis surtout, la création et la mise en place d'un revenu universel qui finalement est vu, le nombre de bénéficiaires est revu à la baisse, l'assiette, l'assise revue différemment à différentes fluctuations. Donc on comprend bien derrière, entre le côté novice des partis politiques, la difficulté de réellement implanter et mettre en place des réformes politiques qui vont avoir forcément des conséquences macroéconomiques. Alors, on va revenir vraiment aux fondamentaux. Je veux être sûre de ne pas vous perdre. Donc, si on repart sur l'équation du PIB, quel est l'objectif du gouvernement ? Le gouvernement
par ces différentes mesures de relance de l'investissement, de revenu universel, de investissement privé ou investissement public, il cherche à quoi? Il cherche à stimuler la consommation publique, l'investissement, et de façon indirecte de faire bénéficier les entreprises qui exportent, donc le commerce extérieur. C'est on va dire, une intention tout à fait louable. Ce n'est pas la question. Donc, honorer les ménages qui consomment plus, les entreprises qui investissent et embauchent, et le gouvernement qui investit davantage. On a donc, si ce n'est la totalité, en tout cas 3/4 des composantes du PIB qui seraient en expansion. C'est sans prendre en compte, en fait, le fait, et c'est ce que je vous ai évoqué il y a quelques minutes, de l'importance du facteur confiance. Quand on est dans une logique, premièrement, de confrontation, et deuxièmement, un élément qu'on ne peut pas oublier de prendre en compte, qui est un ralentissement économique au niveau de la macroéconomie internationale, il se peut que les anticipations faites par les différents acteurs économiques ne soient pas celles qui ont été prévues par le gouvernement. Et donc, au lieu d'avoir de la consommation qui progresse au niveau des entreprises et du ménage, on peut avoir de l'épargne de précaution. Donc, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans l'économie, mais qui reste en stand-by. On a des ménages qui peuvent également profiter de ce revenu supplémentaire disponible pour faire progresser les importations, ce qui va dégrader la balance commerciale et créer un ralentissement du PIB. Et puis finalement, ce serait que le poste du gouvernement, et donc qui va faire augmenter la dépense publique, qui viendrait stimuler l'économie. Tout cet ensemble d'éléments prend place dans un contexte macroéconomique hyper délicat. Et c'est peut-être là, en fait, où, alors c'est mon brin d'optimisme d'économiste, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement des tensions pour des tensions, c'est qu'il y a des éléments macroéconomiques internationaux à prendre en compte. Et l'un d'entre eux, et peut-être l'un des plus importants dans le cas italien, c'est qu'on arrive à la fin progressive du quantitative easing, c'est-à-dire les politiques d'assouplissement monétaire mises en place par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne dispose d'un ensemble d'outils pour mener cette politique d'assouplissement quantitatif, de politique non conventionnelle. On va ne citer que les deux principales qui concernent l'Italie, ou en tout cas dont elle devait le plus bénéficier. Il y a les prêts aux institutions financières à des taux réduits, qui étaient censés permettre une relance de l'économie par le crédit. Sauf que, comme je vous l'ai évoqué plus tôt, l'une des conséquences de la deuxième crise économique a été une détérioration des bilans bancaires. Donc l'économie italienne n'a pas pu profiter de cette relance de l'économie par le crédit. Mais par contre, il y a un deuxième effet, et dont l'économie italienne a bénéficié pleinement, qui est la réduction des taux d'intérêt d'emprunt sur les marchés financiers grâce au rachat de titres par la Banque centrale européenne sur le marché secondaire. Pour que ce soit plus parlant. Avant l'intervention, c'est-à-dire que quand on voit le graphique au niveau de 2012, c'est-à-dire à un des moments les plus importants de la crise souveraine, où finalement les investisseurs se rendent compte que malgré le fait qu'il y ait une union monétaire, les différentes obligations des différents pays ne se valent pas, que le risque italien n'est pas le risque allemand, on se retrouve avec des taux d'intérêt pour des obligations à 20 ans italiennes à 8%. Et c'est en fait là où a pris tout le sens cette intervention de la Banque centrale européenne, en disant en fait, c'est le fameux « whatever it takes » de Draghi, qui dit en fait, on ne les laissera pas imploser. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a des différences, on est conscient qu'il y a des choses à faire du point de vue budgétaire au niveau de chaque pays, mais ces choses, on va leur laisser du temps de les faire. Et donc, l'objectif derrière le QE, c'était vraiment de façon artificielle, par le rachat de titres sur le marché secondaire par la Banque centrale européenne, d'anesthésier les marchés d'une certaine façon, de créer une pression à la baisse sur cette courbe qui est venue atteindre un niveau plus bas, 2%, c'est-à-dire en fait des niveaux forcément très bas par rapport aux 8%. Je reviens sur mon contexte des amours de l'Europe et de tensions entre les deux institutions, entre le gouvernement et la Commission européenne. La volonté du gouvernement italien de laisser filer ses comptes publics et progresser, et en tout cas détériorer le déficit public, intervient au moment où la BCE prend de plus en plus
plutôt à l'inverse, de moins en moins de mesures et essaie de prononcer de plus en plus la fin de ce QE. Donc, elle va se retrouver à nouveau à être évaluée de façon non pas anesthésiée, mais véritable par les marchés qui, eux, ne connaissent pas les aspects culturels, techniques ou sociaux, mais qui vont simplement se pencher sur des indicateurs macroéconomiques et qui vont voir une dette publique qui progresse de façon constante et qui se retrouve aujourd'hui à 132% du PIB. Donc voilà, ce sont des éléments en fait qui me semblent importants et venir expliquer cette tension qui peut parfois simplement paraître politicienne, politique, mais qui ont finalement des fondements macroéconomiques. Et l'importance en fait d'avoir tous ces éléments en tête, c'est que derrière, on a aussi un risque de contagion européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'Italie qui risque des problématiques, mais c'est un risque systémique qui risque d'être propagé, premièrement. Et deuxièmement, l'Italie, on a une Union européenne. On a une Union européenne, et vraiment le propos que j'avance maintenant est un propos très personnel, c'est qu'on oublie en fait qu'effectivement, dans cette Union européenne qu'on a essayé de faire, elle n'était peut-être pas optimale, parce qu'on sait le coût que ça a engendré pour les différentes économies, en termes monétaires, en termes sociaux, en termes à plus d'un égard, mais c'est également le prix que l'on souhaite payer pour préserver cette paix. Donc je pense qu'au-delà d'une confrontation politique et une confrontation des mots, il faut garder en tête toujours les fondamentaux de pourquoi est-ce qu'on a voulu cette union-là. Bien, alors je vous propose, pour que ce soit le plus interactif possible, que vous puissiez intervenir dès maintenant sur ce qu'a dit Paula, peut-être sur les questions, pas seulement sur les questions économiques. Vous avez remarqué qu'elle a mis les pieds dans le plat, elle a parlé politique également. Je pense qu'il n'était pas de notre intention d'en rester à une analyse formelle ou neutre, mais bien de vous proposer de discuter de ce que ce gouvernement actuel fait, ou essaie de faire, ou peut-être va réussir à faire, ou réussit à faire, c'est vous qui allez nous dire. Je rappelle que ce gouvernement a été qualifié d'alliance de la carpe et du lapin par un Français, nous interroge beaucoup, puisque certains d'entre vous ont dû se dire, en voyant les résultats des élections législatives italiennes l'an passé, ça ressemble quand même sacrément furieusement à une alliance en France entre une certaine Marine Le Pen et un certain Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, inadmissible pour un Français, incompréhensible quasiment pour beaucoup de Français, difficile à avaler en tout cas. Donc qu'est-ce qui se passe en Italie quand même qui fait que quelque chose qui ressemblerait à ce que j'ai dit, bien entendu, la comparaison ne vaut pas, ou tout au moins elle ne vaut pas dans les profondeurs. Qu'est-ce qui fait que c'est possible en Italie ? Je crois que ça, c'est quand même un point absolument essentiel. Et c'est pour ça qu'on a voulu parler économie et parler aussi politique. Donc je vous laisse aux questions. À vous. Merci de commencer. La première, c'est le plus dur. Ouais. Par contre, j'aimerais insister un moment sur le côté plutôt économique, parce que je pense que c'est le problème central sous-jacent aux problèmes politiques qui sont en train d'émerger maintenant en Italie. Et je suis un peu étonné que, franchement, dans tout le festival, je n'ai pas écouté parler de sciences, technologies et innovations, qui sont absolument centraux aujourd'hui dans la compétitivité des pays, dans la capacité de se faire respecter. Or, le modèle économique de l'Italie a commencé à ne pas marcher à partir des années 1980. Et il est devenu particulièrement mauvais à partir des années 1990 avec l'émergence de la Chine et d'autres pays émergents, parce qu'il était concurrencé directement par ces pays, parce qu'il était trop concentré dans des secteurs de technologie basse et moyenne. Il n'y a pas eu aucun investissement pour essayer d'augmenter, par exemple, le niveau technologique de l'industrie italienne, et donc pour regagner la compétitivité dont on avait besoin. Et l'endettement de l'économie, la mauvaise performance de longue durée est en relation très centrale avec ce problème.
Or, je pense que les problèmes politiques sont venus après, parce que les gouvernements comme le présent ne savent pas solutionner le problème et essayent d'imposer la migration comme le problème central, ce qui n'est pas le cas. Parce que l'immigration en Italie, l'Italie n'a pas reçu un pourcentage des migrants comme pourcentage de la population supérieur à la Suède, à l'Allemagne ou autres pays. Donc c'est la situation économique qui va mal. Ils ne savent pas la solutionner ou ils n'arrivent pas à la conceptualiser et ils essayent d'exploiter le mécontentement des habitants, non, pour les inciter contre les immigrants. Disons, les immigrants qui, d'autre côté, jouent aussi une fonction très positive dans l'économie et dans la société italienne. Oui, alors avant de donner la parole à Paula, je précise que nous aurions dû être, il y aurait dû avoir 3 intervenants, et j'excuse ici Stéphane Mourlane qui, pour des raisons personnelles, a dû au dernier moment annuler sa présence. Et Stéphane Mourlane, maître de conférence sur les questions italiennes de migration, spécialiste d'histoire de la question migratoire italienne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille d'abord sur l'Italie, terre des migrations, et qui évidemment s'intéresse beaucoup au renversement culturel qui est le fait que l'Italie devienne une terre d'immigration. Alors donc cette question, on n'a pas voulu la laisser sur le tapis, bien entendu. Paula est intervenue sur la question migratoire, je crois que Fabien le fera également, et on répondra évidemment à vos questions concernant la question migratoire. Mais je te laisse la parole. Alors, c'était compliqué pour moi de faire des choix en termes de graphiques à présenter. Mais effectivement, parce que ce que vous dites est vrai au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'accueil, mais ce qui est réellement le plus important, c'est ce ratio, le nombre de personnes par rapport à la population globale. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que des pays comme le Luxembourg, des pays de beaucoup plus petite taille, finalement, proportionnellement, accueillaient beaucoup plus de migrants que ce qu'on pensait par rapport à ce qu'alimentent les médias concernant ce qu'on voit arriver en Italie. Ensuite, il y avait un élément dont on parlait également avec Jean-Michel. Bah, ce sont également les priorités et ce dont on a besoin, ce qu'on souhaite alimenter le débat public. Et comme vous le dites si bien, on souhaite alimenter le débat italien de cette crise de migrants, de cette colère, de cette haine à autrui, et pas se pencher sur les vrais problèmes. Nous avons, donc, comme je vous l'ai montré dans le graphique, nous avons aussi des problématiques de migration en Espagne, en Grèce, mais leur situation économique étant tout autre, notamment l'Espagne qui, par les réformes budgétaires et économiques menées juste après la crise, a enregistré des taux de croissance beaucoup plus importants sur les dernières années, se penche finalement beaucoup moins sur la communication de ces éléments-là, alors qu'ils n'en restent pas moins quand même présents sur leur territoire également. Et puis un autre élément, c'est-à-dire que là où je vous évoquais un coût de 4 milliards d'euros sur la gestion de cette crise, finalement c'est un coût qui représente, alors je vous fatigue avec les ratios, j'en suis désolée, on est sur un ratio de 0,6-0,7% du PIB. Donc c'est vraiment pas ce qui va beaucoup plus absorber les finances publiques italiennes, ce n'est pas ce qui va détériorer la situation du pays, c'est effectivement des problématiques structurelles de beaucoup plus long terme. Et je vous rejoins également sur le point en fait, où ce sont des éléments qu'on a beaucoup moins en tête, mais il y a des pays comme l'Espagne et comme l'Italie qui ont des problématiques démographiques qui vont forcément venir peser sur leur croissance à long terme et où l'immigration finalement a un rôle à jouer. Après, voilà, c'est vrai que j'allais déjà vous assommer avec les politiques d'assouplissement monétaire, j'allais pas en plus vous faire un exposé sur les bienfaits de l'immigration sur l'économie italienne. Bonsoir. Donc vous avez parlé du pacte de stabilité et de croissance. Je voudrais savoir aujourd'hui quel pays de l'Europe rentre là-dedans et est-ce que c'est les mêmes sanctions pour tous les pays qui ne le respectent pas ou est-ce qu'on favorise des pays dans lesquels on aurait plus confiance dans la politique ou l'économie? Merci. Alors, rentrer dans le pacte de mémoire, si j'essaie d'avoir une vue d'ensemble sur les chiffres macro des pays, je pense que l'Allemagne, et encore ça doit être le seul, mais je ne suis pas certaine de son niveau de dette, donc vraiment sans certitude. Alors ce qui est prévu, ça je ne l'ai pas mis
parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail, c'est qu'en fait, les éléments déterminés par Maastricht ont été repris en 97, donc Maastricht 92-97, le pacte de stabilité et de croissance, et c'est ce qui est maintenant aujourd'hui présenté par tous les États, tous les ans, à la Commission européenne. Ce qui est prévu, finalement, c'est assez symbolique. Ce qui est prévu, c'est que derrière, si ça n'est pas respecté, qu'il y ait une procédure de déficit excessif qui est ouverte. Et cette procédure de déficit excessif ne donne lieu finalement qu'à une surveillance un peu plus accrue des finances publiques. Et dans le cas de non-respect, on va dire de façon régulière, on va dire plutôt chronique, parce qu'ici dans ce cas c'est péjoratif, non-respect chronique des différentes règles européennes, il est prévu que les États aient une amende. Les seuls États ayant vraiment frôlé cette situation après le non-respect des procédures de déficit excessif pendant plusieurs années sont l'Espagne et l'Italie, l'Espagne et le Portugal, et où finalement, bien qu'il n'ait pas respecté les critères à une année près, parce qu'il y avait eu des élections, donc voilà, on laisse toujours filer les dépenses publiques, la Commission européenne a été indulgente et n'a pas mis en place la procédure. Il n'y a pas eu de sanctions financières. Ce qui est quand même un peu contre-intuitif de donner une sanction financière à des pays qui ne respectent pas des règles économiques. Mais enfin. Et l'aspect finalement qui est pour moi le plus intéressant, c'est de dire que tout ça, ce sont des ordres, des procédures, des choses, mais que ce qui est réellement important, c'est finalement le vivre ensemble, le comment on va se mettre d'accord si je n'arrive pas à respecter ces procédures. Et alors oui, et du coup, il y a un aspect subjectif et propre à chaque pays dans sa capacité à négocier et à entrer ou à faire comprendre ou au moins à faire entendre sa situation ou les difficultés par lesquelles il passe auprès de la Commission européenne. Alors il y a un article qui prévoit effectivement une exception dans le cas où le pays enregistre une contraction du PIB de plus de 2% pendant je ne sais pas combien d'années consécutives. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'avaient quand même réussi à faire les gouvernements précédents jusqu'à la coalition auprès de la Commission. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le cas de l'immigration et de Matteo Renzi, où malgré le fait qu'on ne respecte pas les règles, on montre une volonté de vivre ensemble, on montre une volonté de bien faire, on montre quand même la mise en place des réformes, on montre une volonté de faire avancer et d'avancer ensemble. Là où aujourd'hui, finalement, on a un gouvernement qui, avant même d'arriver au pouvoir, présentait un risque pour l'Europe, où ils avaient quand même dans certaines affiches, ils parlaient du fait de sortir de l'Union européenne, de l'Union monétaire, où on a quand même un discours eurosceptique qu'on crie haut et fort, et qui du coup rend ce dialogue très compliqué. Au rendez-vous de l'histoire de Blois, autre grand moment que vous connaissez peut-être, c'était en octobre 2018, c'est pas si vieux. Il y a eu des tables rondes qui ont été organisées sur les questions économiques, et notamment sur l'Italie. Je me souviens d'une table avec Guillaume Duval, qui est rédacteur en chef d'Alternative économique, et qui présentait un tour d'économistes sur la question. La réponse des économistes, c'était « c'est grave ». Ce qui se passe, c'est très grave. On va aller au clash. Or, on voit ce qui se passe, on ne va pas au clash. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, de médiatique ? Ce qui s'est passé de médiatique, c'est que le commissaire au budget Moscovici a, devant le Parlement, précisé que la possibilité de refuser le budget italien était sur la table. Il a posé ses papiers, il est allé s'asseoir. Un député italien a surgi de sa place, a sorti sa chaussure et a frappé les papiers, a pris les papiers et a frappé les papiers. On est quand même dans quelque chose qui est, on va dire, c'est un geste extrêmement symbolique, c'est assez agressif, c'est assez parlant également. On peut traduire ça comme on veut. Je crois que je vous laisse le choix des mots. Mais ce qui est intéressant, je crois que c'est quand même notre propos. L'économie, c'est absolument fondamental. Il ne s'agit pas de le nier, on est là pour ça. Mais on voit que le politique reprend le dessus, d'une certaine façon. Parce que d'un côté comme de l'autre, on va chercher, au-delà, j'allais dire, des cris d'oiseaux, on va quand même chercher la négociation. On va chercher l'entente. De toute façon, je vous rappelle que l'Union européenne est un système de normes, mais ce n'est pas un État. Là, je vous renvoie aux nombreuses conférences qui ont lieu, aux plusieurs conférences qui ont lieu sur la question de ce qu'est l'Union européenne. Avant de parler de sa disparition ou de son problème, parler de ce que c'est.
On est dans un État normé, on est dans un système normé dans lequel on cherche un accord, un compromis systématique. C'est peut-être ce qui va changer avec les élections européennes à venir. C'est la création d'une véritable politique avec une confrontation d'idées. Mais pour l'instant, on voit qu'on est un peu... On cherche quand même à être dans les clous, quoi qu'il arrive, au-delà des insultes, des mots qui sont prononcés. Voilà. Je crois que le pire qu'on voit à l'heure actuelle, c'est l'attaque sur Juncker, l'attaque personnelle sur Juncker par le gouvernement hongrois, qui là fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé comme ça pour l'Italie. Autre question ? Oui, en fait, c'est de mémoire. Je crois le déficit annoncé, il est dans les 2,2%. Et dans les années précédentes, c'était plutôt moins, quoi. Et vous faites référence au Luxembourg, mais si je prends la France, son déficit, il flirte avec les 3%, voire plus, depuis plusieurs années. Et il ne s'est rien passé de très significatif en termes d'amende. Donc on a l'impression, sur ce plan-là au moins, que c'est deux plans de poids, de mesure. Et autre chose sur la crise des migrants, vous avez dit en Espagne, il ne s'est rien passé, mais évidemment, parce que la fermeture des frontières en Italie a dévié le flux, enfin je ne sais pas comment s'exprimer, mais enfin le flux, il arrive maintenant en Espagne, et on en voit déjà les résultats au niveau de la politique intérieure, les élections. On voit une progression très significative de la droite, quoi, enfin des extrêmes, disons. Voilà. Donc c'était mes deux. Alors, sur la première question, sur la France et l'Italie, alors il y a les deux aspects. Il y a le déficit public et la dette publique. Et en fait, là où la France frôle avec les 3%, reste quand même inférieure. Et si ma mémoire est bonne, elle n'est passée que récemment au-dessus du seuil des 100% du ratio dette sur PIB. Donc en fait, en contenant... alors on est encore loin des 60% qui sont demandés par le pacte de stabilité, on est totalement d'accord. Mais en contenant sa dette en dessous du seuil symbolique des 100% et en respectant malgré tout le seuil des 3%, on va dire que la France était encore dans les clous. Alors que l'Italie, avec la dette, elle n'y est plus du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on surveille d'aussi près le déficit public, où on laisse finalement beaucoup moins de marge de manœuvre, parce que derrière, alors c'est l'effet boule de neige, le déficit public, si on le laisse filer, ça va aussi impacter la dette, alors qu'elle est déjà dans un piteux état. Et en ce qui concerne la migration, l'Espagne est dans une situation également qui commence à être particulière. Concernant l'économie, c'est-à-dire qu'ils ont eu une contraction des PIB qui a été assez violente. Ils ont eu des réformes structurelles qui ont, on va dire, accentué cette contraction du PIB. Donc on a eu vraiment des années très très dures, mais qui derrière ont permis à l'économie de rebondir. C'est en fait ce qui permet toujours aux économistes de justifier, ou en tout cas d'essayer de montrer les bienfaits des politiques d'austérité, qu'on soit d'accord ou pas sur les conséquences sociales que ça peut avoir en collatéral. Aujourd'hui, on a une appréhension du ralentissement de cette croissance, parce que l'effet de rattrapage économique commence à se tarir, et on a une instabilité politique. Et donc effectivement, si on a en plus une déviation des flux migratoires, bien évidemment qu'on va en commencer à en parler beaucoup plus. Après, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de creuser la question migratoire espagnole, mais je ne pense pas non plus qu'elle était totalement neutre sur les dernières années. Alors, encore une fois, le retour du politique. Le too big to fail ne s'adresse pas à tout le monde. La Grèce a été punie ou sanctionnée pour des raisons que vous pouvez considérer comme légitimes ou non. Un certain nombre d'entre vous va certainement considérer ça comme illégitime. Bon, l'Italie, c'est pas le même niveau d'économie. La France, encore moins. Donc, il ne faut pas oublier aussi les taux d'intérêt qui sont quand même relativement bas à l'heure actuelle, malgré la défiance. Et puis les taux d'intérêt français qui sont quand même très bas. Donc je crois que ça peut expliquer l'indulgence. Et puis enfin, c'est toujours la même chose. Le partenaire français, c'est pas n'importe quoi. Le partenaire italien non plus. Il ne faut pas oublier que l'Italie est fondatrice. Europhile, depuis le début. Et que même si on savait qu'elle n'était pas dans les clous en 92, il était clair qu'elle ferait partie du club. Donc je crois qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas de situation automatique par rapport à des règles économiques qui seraient appliquées de façon rigoureuse. Ça me paraît clair.
On peut passer, si vous voulez, à l'intervention de Fabien Gibaud. Bonsoir et merci d'être venu ce vendredi aussi tard. Je m'appelle Fabien Gibaud, je suis pas spécialiste de géopolitique, je suis linguiste. Je suis professeur d'italien à l'université de Tours et professeur de français à l'université de Turin. Je fais l'aller-retour toutes les semaines pour faire connecter justement les étudiants. Ah, l'Italie, hein, c'est un beau pays. C'est vrai qu'il faut... On a toujours cette image un peu magique de ce pays, ces personnes joviales, romantiques, toujours un peu explosives, passionnelles. C'est une Italie qui existe. C'est une Italie un peu caricaturale, très certainement un peu plus dans l'emphase de ce qui pourrait être ce territoire, donc très certainement un peu plus méridional. Mais c'est un pays qui a aussi d'autres aspects, beaucoup plus complets sur son territoire déjà. Avant de pouvoir comprendre le rapport de l'Italie avec l'Union européenne, il faut partir de la base. Quel est le territoire italien? Comment est-il organisé? Et comment, à l'intérieur de l'Italie, on vit? Puisque, avant même de comprendre le rapport à Bruxelles, il faut voir le rapport avec Rome, déjà. Si on reprend l'Italie du début du 19e siècle, c'est environ, même un peu plus, d'une trentaine d'États, séparés, rivaux. 30 États sur un territoire comme l'Italie, ça semble énorme aujourd'hui, bien sûr. Mais à cette époque, les territoires sont totalement fractionnés. C'est l'unité d'Italie qui va faire que l'Italie va prendre vraiment un sens d'État. Ça veut dire aussi que l'Italie, c'est un pays très jeune. On a l'idée d'une Italie millénaire, l'Empire romain, la Renaissance. Non, l'Italie comme État, c'est un État extrêmement récent. Il a un peu plus de 150 ans. Et la plus grande phrase qui est faite au moment de l'unité d'Italie, qui est faite par un des fondateurs de l'Italie, d'Azeglio, il dit « L'Italie est faite, maintenant il va falloir faire les Italiens ». Donc il y a tout à reprendre. C'est-à-dire que l'identité italienne, et donc son rapport à l'autre, n'est pas encore faite, absolument pas. Au moment de l'unité italienne, en 1871, on table sur environ 4% de la population qui parle italien. Le reste, ils parlent le dialecte local. Ça veut dire donc des personnes qui ont des difficultés même à communiquer entre eux. On part donc sur un autre point totalement différent. Et donc, si on a déjà des difficultés à comprendre son voisin, il est évident que le concept d'une capitale à Rome, qui va être à 20 heures, 30 heures, 50 heures de train pour certains à l'époque, et encore aujourd'hui pour certains, ça semble tout de suite très différent et ça semble vraiment très abstrait pour beaucoup. C'est très important justement après pour ce qui va être de la construction de l'Italie, de sa création et de son entité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir après l'épisode qui va en quelque sorte unifier l'Italie, c'est-à-dire le fascisme, mais c'est aussi l'élément fasciste qui va créer la constitution italienne. Et c'est cette constitution qui va remorceler en quelque sorte l'Italie. C'est vrai que ça semble étrange pour un Français de penser que justement, ce n'est pas un État centralisé. On a l'habitude de la France, Milan, capitale Paris, c'est clair pour tout le monde. En Italie, pas du tout. En Italie, le pouvoir régional est extrêmement puissant. Et c'est la constitution italienne qui l'a dessinée dans ce style pour éviter justement qu'il y ait une possible dictature de nouveau à Rome. Donc, vous avez un contre-pouvoir régional extrêmement fort. Si à cela, on ajoute la grande disparité économique qu'il y a. Un nord qui est beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus riche, un sud qui a clairement un retard industriel, dû aussi à l'unité d'Italie, en grande partie. Si vous prenez la carte des trains en Italie, vous voyez que tous les trains sont au nord. Il n'y a aucun train en Italie, il n'y a pas de train qui relie par exemple les deux plus grandes villes de Sicile. C'était signé dans l'acte d'unité d'Italie, donc ça fait 150 ans que les personnes attendent le train. Pas encore. Et pas encore pour bientôt, c'est encore un problème. Et si vous regardez même les axes de train du sud de l'Italie, ils remontent et ils convergent tous vers Milan, c'est-à-dire qu'on a cassé au maximum, au moment de l'unité d'Italie, on a cassé l'économie méridionale. On a fait en sorte que les communications entre les deux côtes ne pouvaient pas se faire. On a donc tout recentré vers le nord. Donc, il y a une disparité économique entre le nord et le sud, une disparité même culturelle, il ne faut pas l'oublier aussi, ça semble une banalité, mais vous avez des personnes au nord de l'Italie qui sont frontaliers avec l'Autriche, la Suisse, et qui sont germanophones de langue maternelle. De l'autre côté, vous avez des personnes qui sont à 20 minutes de bateau de la Tunisie. Ce n'est pas exactement le même mode de vie non plus.
pas forcément le même rapport non plus avec l'Union européenne. Il y en a qui sont beaucoup plus au centre de l'Union, il y en a qui sont clairement en marge, plus que la marge même. Et si vous prenez maintenant, dans cette configuration, c'est-à-dire une Italie du Nord plus développée, qui fait des actes aujourd'hui vraiment depuis plus de 50 ans de discrimination envers les méridionaux en Italie, on verra des exemples si vous voulez, c'est assez comique, et un sud de l'Italie qui ne sait pas trop comment s'en sortir parce qu'il a raté sa révolution industrielle, ça se voit exactement dans les urnes. Si vous prenez la carte d'Italie avant l'unité, le nord, puis la séparation avec le royaume des deux Siciles espagnoles, c'est exactement les votes actuels. Tout le nord a voté pour Matteo Salvini, Ligue, pour des raisons de programme électoral, la flat tax qu'exposait Paula, c'est-à-dire donc une aide économique pour les entreprises, puisqu'on a un nord très industrialisé, et tout le sud de l'Italie a voté pour le mouvement 5 étoiles, pour l'autre réforme qu'il y a, le revenu universel. On voit donc qu'il y a deux pays et deux vitesses à l'intérieur de ce pays. Et cette alliance qui peut nous sembler totalement incroyable, comme présentait mon collègue, on peut avoir donc comme si on avait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. On est à ce niveau-là, c'était quelque chose de totalement improbable. Mais par rapport à la configuration du pays, par rapport à ces querelles internes, c'était l'unique solution pour satisfaire tout le monde. Et ça fonctionne, on va dire, plus ou moins actuellement. Si on regarde justement comment s'organise la politique italienne interne, il y a beaucoup de compromis. Le problème, c'est que ces deux partis, aussi bien la Ligue ex du Nord, puisque c'est la Ligue tout court maintenant, on a nationalisé un peu la situation, et le mouvement 5 étoiles ont fait des promesses qui sont très difficiles à tenir, très très difficiles, et surtout entre les deux partis qui sont totalement incompatibles. Si vous voulez baisser les taxes sur les entreprises et en même temps créer un revenu universel, vous avez un trou dans les caisses qui est incroyable. Résultat, qu'est-ce qu'on voit depuis maintenant presque une année ? Foncièrement, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, on ne la prend pas. On attend. On trouve une solution. L'exemple le plus clair, c'est la nouvelle ligne ferroviaire entre Turin et Lyon. L'Italie a choisi de ne pas choisir. On a trouvé une solution pour gagner 6 mois. Tout simplement parce qu'il est impossible de prendre une solution. Clairement, donc, on est sur un format où la politique externe proposée par l'Italie, le rapport avec la France, c'est l'excellent exemple, est totalement conditionnée par une politique interne. La satisfaction des électeurs. Du Nord, principalement pour Matteo Salvini, même s'il commence à avoir quelques bastions au Sud qui se forment, et le mouvement 5 étoiles au Sud, qui essaye de tenir et de revenir, surtout parce que Matteo Salvini a vraiment pris beaucoup d'avance maintenant. Ça indique aussi beaucoup de choses. Si on veut regarder sur la politique interne, cette situation, je ne vais pas dire que le gouvernement ne passera pas l'été, mais ça me paraît très mal engagé. Ça me paraît très très mal engagé. Parce que Matteo Salvini est très très haut dans les sondages. Il a dîné cette semaine avec un politique, M. Verdini, qui est connu pour tirer les ficelles de la politique italienne, et je pense qu'il cherche de nouveaux alliés pour avoir une majorité sans le mouvement 5 étoiles. C'est tout à fait possible. C'est envisageable, en tout cas. Ça veut dire donc que actuellement, les décisions de l'Italie vont être suspendues, à mon avis. Et le rapport avec l'Union européenne va être encore plus complexe parce que tous les pays voisins, la France en premier, qui demanderont des réponses, n'en auront pas actuellement. Pas pour les 6 prochains mois, à mon avis. Ça devient un énorme problème aussi. Alors, au-delà de tout ça, c'est assez étonnant parce qu'après avoir vu l'analyse économique et voir comment finalement Bruxelles ne traite pas si mal l'Italie ou trouve des solutions, si on lit la presse ou on regarde les déclarations des hommes politiques italiens, Bruxelles, c'est le diable. C'est les gens qui les portent au suicide. S'il n'y avait pas ces gens-là, s'il n'y avait pas M. Draghi, l'Italie irait très très bien, si on les écoute. Il n'y a pas de problème. La solution serait déjà trouvée. Donc en même temps, pour ces partis politiques sur le territoire italien, Bruxelles est devenue l'excuse parfaite pour justifier le fait qu'ils ne trouvent pas de solution entre eux. C'est pratique. C'est très dans la tradition italienne. Si vous pensez à ce pays-là aussi, il y a presque une vision, mythique autour de Bruxelles, non ? Fantasmagorique. C'est Bruxelles qui bloque. C'est très pratique, justement, pour tous les éléments italiens actuellement. Alors, on va essayer quand même de voir au milieu de tout ça
un peu de positif. Parce que ça paraît comme ça un peu dramatique ou attentiste. Mais il y a quand même un aspect positif que je vais essayer quand même de vous présenter. C'est le sud de l'Italie et les migrants. Vous voyez, pourtant, en théorie, c'est tout le problème de l'Italie. Moi, à mon avis, c'est la solution. C'est la solution de demain. La crise des migrants, ça a apporté quelque chose d'important quand même d'un point de vue du territoire italien. Ça a quand même ouvert l'idée qu'il y a l'Union européenne. Si vous parlez avec beaucoup d'Italiens, pendant beaucoup d'années, c'était tellement abstrait qu'on s'occupait plutôt de l'intérieur. Maintenant qu'il y a une crise qui touche tout le monde, un peu plus forte, on a commencé aussi à parler d'Europe. Parler d'Europe, c'est important. Même si c'est une critique, en parler, c'est mieux que ne pas en parler. C'est donc une ouverture finalement de l'Italie et aussi du débat politique italien sur l'Union européenne. Espérons qu'après, ça aboutisse à quelque chose. Il y a un autre aspect justement par rapport à l'Italie méridionale, qui est très important par l'arrivée des migrants, c'est que ce sont des personnes qui ont apporté aussi un nouveau souffle, et un nouveau souffle culturel parfois aussi. On a une Italie méridionale qui est encore aujourd'hui un peu gangrénée, ou j'aime pas trop ce terme, mais qui est un peu bloquée par une mentalité d'omerta, une criminalité latente, une corruption très importante. Et il était temps peut-être aussi qu'il y ait un nouveau souffle qui vient finalement de l'extérieur. C'est-à-dire que la solution n'est pas forcément venue par le peuple directement, mais les migrants qui arrivent, qui ont le désir de s'installer en Europe, beaucoup veulent rester en Italie quand même. Beaucoup veulent partir bien sûr en France et en Allemagne, mais il y a beaucoup de migrants qui décident de rester en Italie parce qu'on y est très bien, on y mange très bien. Et c'est vrai, les gens sont gentils, on y mange bien. Et donc ces personnes, on a eu des cas par exemple en Calabre. La ville de Riace, c'est une toute petite ville de Calabre, qui avait une exode de sa population, de méridionaux qui partaient au nord de l'Italie. Considérable. Le village allait fermer, c'était terminé. Il y a une 50aine de migrants qui sont venus s'installer. Ils ont rouvert des commerces, ils ont commencé à travailler. Et plus incroyable, ils se sont rebellés aussi à la criminalité locale. Ils ont dit stop, nous on ne paiera pas. On arrête ça. Donc en fait, il y a eu un mouvement. Alors ça finit dans le sang, malheureusement. Il y a une personne qui a été tuée. Bon, ça c'est le côté négatif de l'histoire. Mais ça a ouvert un débat où en fait, peut-être que depuis au moins 50 ans, dans cette zone-là, je pense que personne n'osait lever le petit doigt. Et finalement, quelqu'un l'a fait. Ça a rouvert une situation sociale et peut-être donné un autre aspect autour de cette partie-là. Donc finalement, on peut avoir, par l'arrivée des migrants en Italie méridionale, une solution de réouverture de ce territoire. Parce qu'il a un autre avantage, justement, ce territoire, par rapport à l'Europe, et par rapport aux perspectives même économiques que peut avoir l'Italie. C'est que c'est un territoire vaste, plutôt riche d'un point de vue de l'agriculture, et qui a un coût au niveau production qui est extrêmement bas. Et en plus, on peut le voir en marge de l'Europe, si on veut. On peut le voir au centre de la Méditerranée également. C'est l'autre point actuel qui pose problème, depuis surtout aujourd'hui en Italie, de la nouvelle route de la soie, qui pourrait parfaitement passer par le sud de l'Italie. Il y a déjà, on va dire, une envie de le faire, puisque un des ports de Sicile, le port de Chac, a décidé cette semaine de faire un énorme investissement pour agrandir le port. Il y a un énorme port en Calabre qui attend justement des clients. Et donc cet aspect est en train justement de porter à une possibilité aussi d'une autre économie placée autrement. Il y a un mois à peu près, il y avait un économiste italien, M. Galloni, qui disait qu'aujourd'hui, l'Italie du Sud ne doit plus regarder seulement vers l'Europe. Elle doit surtout regarder au sud et au sud-ouest. Elle doit regarder dans d'autres directions pour développer un nouveau réseau, en fait, un nouveau réseau économique. Et même plus loin, finalement, il y a, je crois, 2 mois, un journal sicilien mettait en gros titre « Nous avons déjà le pont ». C'était en référence, bien sûr, au pont qui devrait être construit sur le détroit de Messine depuis 70 ans. Non, c'est le légendaire pont. Ça s'éloigne, la Sicile de la Calabre, tous les ans de plusieurs centimètres. Vous construisez un pont, dans 10 ans, il est dans l'eau. Donc ça n'a aucun sens. Mais il citait ça, nous avons déjà le pont. Et il disait, le pont, c'est nous. C'est la Sicile. On est à 10 minutes de bateau de la Calabre et on est à 30 minutes de la Tunisie en bateau aussi. C'est nous le pont, c'est nous le nouveau transfert qui va permettre d'ouvrir de nouvelles choses pour l'Europe et de nouvelles choses pour l'Italie. Et très symboliquement de cette situation, il y a déjà du commerce qui se fait. Entre la Calabre, la Sicile, Malte et la Libye.
mais c'est la criminalité qui le fait. Eux, ils sont déjà un pas en avant, on va dire. Eux, déjà, cette semaine, plus d'1 million de perquisitions pour des voitures volées en Italie, transférées par des Maltais et revendues après en Libye. Il y a des gens qui prennent de l'avance. Hein. C'est toujours intéressant de voir quand même voilà, qui prend les devants, finalement. Mais c'est très important. Donc, en fait, pour conclure, ce qui peut être très important pour l'Italie de demain, par rapport à sa politique interne et externe, c'est qu'elle a exactement des problèmes opposés. Elle a un problème de richesse au nord, puisqu'il y a de la richesse, mais avec une opposition de ses pays voisins. Et de l'autre côté, elle a toute une zone qui a beaucoup moins de richesse, mais un énorme potentiel qui pourrait couvrir justement les charges et les difficultés de l'Italie actuelle. On en reparlera, j'espère, dans quelques années, et peut-être que tout ira mieux. On peut espérer. Le problème et le nœud de tout ça, c'est l'actuel gouvernement de savoir s'il restera constamment attentiste et s'il continue. Parce que dans ce cas-là, le risque, et comme souvent pour l'Italie, c'est qu'il pourrait rater le train, tout simplement, et perdre des opportunités de bateaux qui partiront ailleurs ou de tunnels qui se feront entre d'autres pays. Je vous remercie. Merci Fabien. Merci. Question, s'il vous plaît. On a 10 minutes. Merci. Je m'appelle Amadou Senya, je suis auditeur du centre d'école diplomatique et stratégique de Dakar. Je suis élu local à Rufisque. Et je félicite les deux panélistes pour leur brillant exposé. Et la question de la migration est au centre de nos préoccupations en tant qu'élus. Au moment où je vous parle, le maire de ma ville, une ville qui a signé une convention de partenariat avec la ville la plus proche de la Mauritanie au Maroc, la ville de Dakhla. Il y a une rencontre importante de pays africains et maghrébiens sur la situation des migrants. Je suis là, très heureux d'écouter de suivre ces deux exposés qui sont d'une pertinence réelle. L'apport ou le coût de la prise en charge de la migration indiqué par la première panéliste est à revoir parce que ça doit être mis en opposition avec l'apport même, comme a parlé monsieur tout à l'heure, et notre ami, l'apport des migrants en Italie. Il y a longtemps, ou peut-être pas très longtemps, dans les années 90, non, dans les années 80, en tout cas moi qui habite le Sénégal, quand on entendait quelqu'un qui était en Italie, qui avait comme monnaie l'ERA, on se posait des questions, qu'est-ce qu'il fait en Italie? Et aujourd'hui, avec l'Union européenne, oui, beaucoup d'Africains sont en Italie. Mais ils n'y sont pas pour uniquement soutirer de l'argent, mais ils contribuent réellement à ce qui se passe. Vous avez parlé de ponts, de passerelles. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et la fameuse alliance méditerranéenne. Est-ce qu'il y a un coup d'œil jeté sur l'Afrique du Nord par l'Italie, mais surtout un peu plus en bas au sud du Maghreb? Parce qu'il y a qu'au-delà de ces jeunes qui quittent le Maghreb, il y a une forte communauté de jeunes Sénégalais, de jeunes Guinéens, Maliens qui sont installés là-bas. Donc c'est un point important pour nous et la contribution espagnole est à noter parce qu'ils ont véritablement aidé. Parce que Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, disait qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras. L'Europe ne peut pas arrêter la jeunesse africaine à venir ici. Ce n'est pas possible. Tant qu'il y a la pauvreté, tant qu'il n'y a pas de réponse à leurs préoccupations, ils viendront. Et les Espagnols ont compris cela en injectant un peu de sous pour un peu contribuer, je ne dis pas prendre en charge totalement, mais contribuer à la prise en charge de ces préoccupations. Qu'est-ce que l'Italie a fait dans ce sens? Moi, depuis 2014, je suis élu, j'attends, mais on voit des
partenaires italiens qui viennent, mais c'est pour peut-être nous proposer des projets économiques assez durs pour nous. Et moi, je leur dis, mais attendez, nous avons une forte communauté là-bas et votre contribution devrait peut-être être à nous aider à répondre aux préoccupations. Je vous remercie en tout cas pour la pertinence de ces exposés. Merci. J'ai pas vraiment de allô oui. J'ai pas vraiment d'éléments de réponse très précis, mais une réflexion totalement personnelle, et finalement l'exposé de Fabien est clair aussi d'un point de vue politique, plein de questionnements que j'avais sur l'Italie. Alors je vous rejoins totalement sur la contribution de l'immigration à l'économie. Et finalement, voilà, dans un aspect très personnel, moi je suis de nationalité franco-colombienne, et on quitte. C'est quelque chose que les extrêmes, que les discours extrêmes oublient, qu'en fait on ne quitte pas son pays, qu'on ne quitte pas ses racines, et on peut vraiment avoir l'image de l'arbre, de la plante qui est dépotée et qui est en suspens. Pour le plaisir. C'est qu'il y a des motivations beaucoup plus profondes que simplement l'aspect financier qui nous poussent à ça, premièrement. Et deuxièmement, que l'objectif n'est pas de prendre ou de voler, mais de se recréer soi-même, de se repousser des racines quelque part. Donc oui, je vous remercie pour cette intervention, parce que ça donne également un aspect beaucoup plus humain, pour ne pas dire humanitaire, à des choses qu'on appelle simplement des chiffres, pour dire ça nous coûte tant, ça nous ramène tant, mais on oublie qu'en fait derrière il y a évidemment des vies humaines. Et puis, je ne connaissais pas l'anecdote par rapport à la corruption, à la criminalité, mais effectivement, voilà, c'est sans grande surprise. Quand on a traversé la mer, quand on a quitté ses parents, quand on a pris le risque de mourir et qu'on se retrouve dans une terre qui finalement peut nous apporter et à laquelle on peut apporter, parce que quand on arrive dans un village qui a été déserté, évidemment qu'on ne va pas se laisser intimider comme les autres personnes qui étaient là par peur, ténaillées. Et en fait, quand on a quitté son pays et quand on a pris le risque de mourir, la peur, le curseur de la peur n'est pas vraiment au même endroit. Et donc, oui, je profite en fait de cette intervention pour que nous tous, en fait, présents dans cette salle, on parte finalement avec une vision beaucoup plus globale, une vision de beaucoup plus d'ensemble, d'un point de vue humain, sur cette situation qui prend à ne pas... Et c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué à faire. Moi, j'arrive à le faire simplement parce que j'ai pas de télé et je sélectionne les journaux que je lis en fonction des sujets qui m'intéressent. Mais il est très compliqué de ne pas se laisser justement alimenter cette peur de différence de l'autre ou d'invasion de l'autre, parce que c'est finalement ça qu'on a. Quand on voit à la une des journaux un bateau arriver plein d'Africains, on a l'impression d'aller voir devant chez soi alors qu'on n'est même pas au bord de la mer. Donc c'est très compliqué en fait de prendre du recul par rapport à ça, mais ne jamais oublier que les choses sont beaucoup plus complexes. Comme je vous l'ai démontré d'un point de vue macroéconomique également, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne peut le voir d'un premier abord. Voilà. À vous. J'ajoute juste quelque chose sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Il y a un problème très structurel actuellement en Italie pour l'arrivée des migrants. C'est le temps d'attente pour obtenir un visa, d'acceptation ou de refus, mais avoir une réponse en fait. Ça peut durer jusqu'à 3 ans ou 4 ans pour certains. Ça devrait être fait maximum en 6 mois, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de migrants qui arrivent qui attendent 3 ans ou 4 ans. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, après 6 mois dans le centre, ils sortent, et ils commencent à travailler au noir et ils sont récupérés par une criminalité locale qui les utilise puisqu'ils n'ont pas le choix. De toute façon, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Ça, c'est un point qui doit à tout prix trouver une solution assez rapidement. Alors là, mais c'est vraiment structurel, peut-être justement au niveau européen de donner un coup de main sur ça. En tout cas, il y a des projets autour de ça, mais pour l'instant, ce n'est pas appliqué. Il y a un autre point aussi, c'est là aussi d'essayer d'endiguer le problème de la criminalité autour des aides aux migrants. Ça, c'est un autre problème énorme. Hein. Vous avez eu des écoutes téléphoniques à Rome, par exemple, de la criminalité romaine qui disait, écoutez, on a arrêté la drogue, hein, c'est bien plus rentable les migrants. On récupère bien plus d'argent d'État qu'on arrive à détourner beaucoup plus facilement, c'est beaucoup mieux. Donc il y a un problème aussi de gestion et de gestion structurelle de l'Italie. Et il faudrait là peut-être que justement l'Union européenne gère cette chose autrement ou vienne justement donner un coup de main dans la structure. Parce que je pense qu'en plus, là, l'Italie s'en plaint énormément justement, et à juste titre sur certains points,
Mais il est évident qu'il faut restructurer autrement l'accueil des migrants qui arrivent parce que c'est actuellement impossible. À vous. Je voulais faire un commentaire sur ce que M. Gibault a dit. Je suis membre d'une association qui s'appelle Democratici Europei Grenoble et que dimanche passé, nous avons organisé la projection du film Un paese in Calabria sur Riace. Non? Et je l'ai vu et c'était une expérience magnifique. Au début, je pensais que c'était magnifique seulement du point de vue humain, personnel, parce que c'est une intégration apparemment presque parfaite, non, avec des immigrants. Mais après, ils ont cité un chiffre, en fait. Hein. Riace était une ville qui avait 900 habitants, des vieux. Les jeunes étaient partis parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité économique. Il y avait beaucoup de maisons vides. Or arrive un maire qui se fait élire et dit « Ah, les immigrants ne sont pas un problème, ils sont une ressource. Avec eux, on va restaurer les vieilles maisons. » Or, la ville maintenant a 2100 habitants. Et ils ont organisé quelques-unes des maisons pour l'accueil de touristes. Donc, j'ai dit « Mais si on pouvait faire la même chose dans beaucoup de villes qui ont un patrimoine historique, l'Italie a le 60% à peu près du patrimoine culturel du monde, en fait, pas seulement en fait. Donc, je pense qu'il y aura sans doute des obstacles, non? Mais donc, je pense que c'est une sorte d'espoir, vraiment. Et si je peux faire une petite annonce qui est un peu en relation, par rapport au Mont Blanc 5 étoiles, qui a quelque chose de pas très connu et très ambigu, je dirais. Le 13 avril, on organise une conférence d'un journaliste de la Stampa de Turin, de Jacopo Jacoboni, qui a écrit un livre sur le mouvement 5 étoiles, et donc qui pourra nous éclaircir un peu, parce que c'est évident qu'il y a du tout, en fait, dans le mouvement. Des gens qui sont presque des fascistes, et qui arrivent d'autres, des libertaires de gauche, en fait. On va s'arrêter là, peut-être. Juste une chose, il y a une donnée qu'on n'a pas évoquée, c'est la question démographique. J'en ai dit juste un petit mot, puisque la personne qui devait intervenir ne pouvait pas le faire, pardon. Je rappelle quand même que le taux de fécondité d'Italie est le plus bas à l'heure actuelle de l'Union européenne. On est à presque 1,1, c'est le record. C'est-à-dire que c'est en dessous du taux allemand, du taux autrichien, du taux hongrois, qui sont les taux les plus bas actuellement. C'est-à-dire qu'on a un vieillissement considérable de la population. La Mama avec la ribambelle de Bambine, c'est évidemment une histoire, c'est d'image ancienne. Mais il y a des contreparties à ça. Et on voit très bien que la question migratoire est intimement liée à la question démographique. Or, évidemment, se surajoute la question identitaire, la question des migrants, la question identitaire, qui explique en partie d'ailleurs l'alliance tout à fait surprenante. Vous avez rappelé que c'était compliqué, le mouvement 5 étoiles, Cinque Stelle, et on ne comprend pas bien. Mais évidemment, il y a la question démographique qui a joué, et qui n'a pas joué seulement comme un refus de migrants, mais qui a joué comme une non-compréhension de la politique bruxelloise ou européenne, puisqu'on laissait en quelque sorte l'Italie seule face à un problème démographique. Un problème démographique qui était vu comme quelque chose qui était impossible à gérer, alors que les pays du Nord ou les pays centraux fermaient leurs frontières. Il ne faut quand même pas oublier que là, ça peut être aussi une racine. Parler de la question des migrants n'est pas seulement une question de racisme, c'est aussi une question d'incompréhension par rapport à une politique européenne qui n'a jamais pu se définir comme une politique commune, là comme ailleurs. Voilà. J'aurai l'occasion de discuter demain avec un démographe sur ces questions-là. Si ça vous intéresse, rendez-vous demain midi pour en discuter. Merci à vous.